Bonjour à tous, merci pour votre patience. On est encore en train de tester notre système. Juste un petit mot d'introduction. Donc, je suis donc pour Pékin et Canton, Anthony Lopez, je suis le directeur général adjoint de la Chambre en Chine. On est super heureux ce matin d'accueillir à nouveau le groupe de travail agroalimentaire, qui est un groupe de travail très actif au sein de la Chambre. Et je remercie encore Alban Renaud et Hervé Martin pour leur implication et pour toujours nous amener des speakers de haut niveau. Une première aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je voulais prendre la parole, puisque c'est la première fois qu'on va retransmettre en direct avec, comme vous le voyez, Canton et Beijing qui est juste derrière moi. Donc, on aura 3 présentations, je crois, à Shanghai et ensuite 3 présentations à Pékin. Donc, on va se donner la parole mutuellement. C'est une première, donc techniquement, normalement, tout devrait aller. Voilà, mais encore une fois, merci pour votre patience et puis très bon groupe de travail à tous, à Canton, à Shanghai et à Pékin. Merci beaucoup. Merci à toi. Écoutez, bonjour à tous, bonjour à Pékin. J'espère que vous nous voyez bien et vous nous entendez bien. Puis merci à toutes les personnes qui sont aussi à Shanghai d'être présentes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alban Renaud, je suis avocat spécialiste dans agriculture et agroalimentaire. Aujourd'hui, on va avoir un groupe de travail qui va être, c'est une première entre Pékin et Shanghai. On va commencer par les présentations à Shanghai, puis on passera en fait la parole à Pékin et je remercie François en fait de sa présence et de sa coordination aussi, ainsi que ses équipes. Je dirais que pour éviter que ce soit la cacophonie et parce que c'est en direct entre les deux sites, après chaque présentation, je pense qu'on va laisser peut-être les premières présentations être faites à Shanghai et puis on pourra avoir un petit jeu de questions qui sera pas trop long pour pas trop perdre de temps non plus. Et ensuite, on passera la parole à Pékin. Voilà. Et je vais du coup passer le micro à notre autre coordinateur, donc Hervé Martin, qui va faire les présentations pour l'introduction des présentations. Bonjour à tous. Donc Hervé Martin, en charge de la sécurité alimentaire pour Carrefour Chine. Donc l'idée de ce matin, c'était de vous présenter quelque chose de nouveau. Okay, donc avec Pierre qui est ici présent, nous sommes déjà intervenus au niveau de la French Tech à Shanghai. J'étais intervenu également au niveau de la French Tech à Pékin. Et il y a vraiment une attente aujourd'hui au niveau des industriels, au niveau des médias, mais également du public, sur la technologie et l'alimentation. Donc l'idée aujourd'hui, de ce matin, c'était de vous présenter en fait ce qui existe aujourd'hui, notamment sur la blockchain, pour voir en fait quels sont les intérêts, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau et comment on peut se positionner en tant qu'entreprise française sur cette nouvelle technologie et apporter un plus à l'ensemble des clients, à l'ensemble du marché. Donc on va commencer cette première présentation par Pierre qui va vous présenter en fait l'ensemble de la solution et une approche un peu plus industrielle pour finir en fait ensuite par un cas concret, ce qu'on a lancé avec Carrefour et on pourra après continuer sur certaines questions que vous pouvez avoir sur ce nouveau mode de fonctionnement et ces nouvelles technologies. Pierre, à toi. Merci beaucoup Hervé. Alors moi je vais vous présenter en fait assez simplement pourquoi et comment on utilise la blockchain pour arriver à de la traçabilité alimentaire, arriver à une meilleure traçabilité alimentaire et une meilleure transparence dans les supply chains. Alors vous avez sûrement entendu parler du mot de blockchain. Ça a fait le buzz, on a parlé des crypto-monnaies, de Bitcoin, vous avez peut-être joué sur des crypto-monnaies, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière la blockchain? En fait, tout commence avec la relation de confiance. En fait, si j'ai quelque chose qui m'appartient et que je veux transférer ma propriété à quelqu'un, je veux transférer ce produit, par exemple, je donne une pomme à quelqu'un, si on se fait confiance, on est d'accord, on sait à qui appartient la pomme, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je passe avec plusieurs personnes, il n'y a pas de relation de confiance. On va passer par une troisième partie qui va tenir en fait un record, un livre dans lequel on va écrire les transactions, le fait que j'ai transféré un ownership à quelqu'un et de quelque chose. Le problème là-dedans, c'est que sur cette troisième partie, on peut avoir des failles. Et puis aussi, ça peut être coûteux parce qu'il y a du travail humain qui est derrière, ou il y a du travail de réconciliation, et c'est assez coûteux. En fait, la personne qui a créé Bitcoin est arrivée avec cette idée en se disant, plutôt que de faire confiance entre nous ou de faire confiance à une troisième partie, faisons confiance à une technologie qu'on va tous partager et qui va qui va prendre en compte toutes les transactions entre les différentes personnes. Donc l'idée, c'est que on fait tous partie d'un réseau et on a tous accès à ce livre dans lequel on va écrire les transactions.
Et à travers une technologie, on va protéger l'ajout des transactions et on va protéger aussi tout ce qui est toutes les transactions qui vont être enregistrées dans le livre. Et tout ça est distribué parmi le réseau et chacun a accès à cette information-là. Et donc, plutôt que de se faire confiance entre nous, on fait confiance à la technologie qui est derrière et qui passe sur des algorithmes de consensus et sur lesquels, en fait, on parle de blockchain parce que on peut voir la page comme un bloc de transactions et tout ça est chaîné et en fait fait un livre. Et ce livre-là record toutes les transactions de la blockchain, de transactions. Alors l'idée, c'est qu'une fois qu'on a cette technologie, c'est rapide parce qu'en fait, ça passe sur des technologies. En fait, on va tous partager un peu le travail de record des transactions. Donc, c'est ce qu'on appelle P2P parce que c'est fait par les pairs. C'est aussi moins cher parce qu'on est du coup sur du travail sur de l'information, sur la technologie informatique. C'est transparent, auditable et surtout, c'est une technologie qui est reliable. On n'a pas de point de failure sur la manière dont est construit la blockchain et la technologie derrière. Du coup, une fois qu'on a cette technologie qui fait en fait que enregistrer des transactions, on peut imaginer des cas d'application. Alors, on en a entendu parler beaucoup de la finance et des crypto-monnaies. Donc, l'idée, c'est de digitaliser une monnaie et de enregistrer les transactions sur la blockchain. Mais on peut imaginer plein d'autres applications. Et moi, je vais vous parler celle de la supply chain. Le problème dans la supply chain, c'est qu'on a des problèmes de visibilité quand on part du produit initial jusqu'au produit final qu'on va donner entre les mains du consommateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plein de différentes parties qui sont impliquées dans le process. Chacune de ces parties va avoir sa propre base de données, va avoir sa propre façon de gérer les données. Donc, on a un travail de réconciliation qui est fait entre toutes les parties et du coup, on n'a pas un flux d'informations continu. En plus de ça, il y a des problématiques de confiance entre les différentes parties. Comment je fais confiance sur l'information qui est partagée entre les différentes parties qui sont sur la supply chain. Donc, comment on peut, avec de la blockchain, arriver à rendre continu ce flux d'informations et avoir plus de transparence sur cette supply chain? L'idée, c'est que on va digitaliser les produits. En fait, on va partir d'un produit qui est réel, et on va le digitaliser à travers une identification unique. Donc, ça peut être à travers des puces RFID, ça peut être à travers des QR codes ou d'autres technologies. Et une fois qu'on a ce produit digital, on va lui donner des attributs. Donc, ça peut être des attributs sur la personne qui le maintient, ou la localisation, sa localisation, ou d'autres informations. Par exemple, on peut imaginer de la température ou des tests sanitaires. Tous ces attributs, ensuite, on va changer ces informations, on va en fait enregistrer des changements d'informations sur ces attributs jusqu'à la fin de chaîne. Et ce qui fait que en fin de chaîne, un utilisateur va pouvoir avoir l'information et retracer toute l'information du produit. Et tout ça est possible parce qu'on a digitalisé le produit au départ. Et donc, la technologie de la blockchain derrière, c'est seulement ce qui permet d'enregistrer les transactions de manière sécurisée à travers toutes les différentes parties qui sont impliquées dans la chaîne. Et en fait, la problématique vient pas forcément de la blockchain elle-même, parce qu'en fait, c'est des technologies qui existent et qui marchent bien. C'est plutôt comment j'interagis avec la blockchain. Donc, quels sont les produits d'identification que je vais utiliser? Donc, je parlais de QR code, puce RFID. Quelle est la granularité que je vais avoir? Est-ce que je suis le produit lui-même ou est-ce que je suis des batchs, des groupes de produits? Et ensuite, comment je les trace sur la supply chain? Est-ce que je passe par des produits IoT? Est-ce que je passe par des scanners? Est-ce que je viens me brancher aux systèmes qui sont déjà internes? Donc ça, c'est des problématiques qu'on a en fait. Comment on vient interagir avec cette blockchain? Mais une fois qu'on arrive à ça, on arrive à avoir un système dans lequel on a une visibilité totale, un accès à l'information qui est fait de manière rapide et transparente. Et du coup, comme on enregistre toutes ces transactions, on enregistre toutes ces informations, on est capable ensuite de rajouter, bien sûr, des systèmes qui vont analyser cette information et du coup passer peut-être sur des problématiques de détection de fraude ou d'optimisation logistique, etc. Alors, dans la réalité, comment ça marche? On peut regarder un cas concret. Ici, le cas concret, c'est
est-ce que je suis capable de localiser plus rapidement le point d'origine de mon produit par rapport à ce qui se fait actuellement et par rapport aux bases de données, tout ce qui se fait dans la supply chain? Et est-ce que je peux donner plus d'informations à mon utilisateur final pour mieux l'engager dans la relation de confiance avec, et puis mieux engager aussi en termes marketing sur les ventes? Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir le produit au niveau de la ferme qu'on va digitaliser. On va prendre des informations sur la ferme. Donc, on peut imaginer avoir des informations aussi sur la qualité de la ferme, à savoir la qualité des sols, la qualité de la manière dont sont grandi, enfin, les produits. J'ai pas le mot français, je suis désolé. Ensuite, une fois qu'on a le produit en début de chaîne, on vient le traquer sur toute la chaîne à travers les différents points de la chaîne, donc à savoir le wholesale ou du coup en finale au niveau du magasin. Et l'utilisateur final, si on imagine qu'il y a un QR code qui va être imprimé sur le package de notre produit, va être capable de retracer la route du produit et d'avoir l'information, notamment l'information sur la ferme, l'information peut-être sur le farmer, et on va pouvoir engager l'utilisateur final. Et si on veut remonter la chaîne et qu'on a un batch de produits qui est défectueux, on va pouvoir remonter la chaîne parce que toutes les informations sont traquées, on va tout de suite pouvoir trouver de quelle ferme il s'agit ou quel est le point de failure sur notre supply chain. Alors, bien sûr, c'est pas magique. Il y a beaucoup de challenges quand on essaye d'impliquer ça dans la supply chain. Le premier, le plus important, de mon point de vue, c'est le standard. En fait, là, on parle d'une technologie qui va être distribuée sur plusieurs acteurs. Et donc, du coup, il faut définir ensemble un standard. Quel est le standard? Qu'est-ce qu'on définit, par exemple, sur nos entités? Quels sont les produits? Qu'est-ce qu'on veut traquer sur chacun des produits? Et surtout, quelle est la chaîne sur laquelle on veut travailler ou la manière dont on veut travailler sur le blockchain? Parce que si on imagine une ferme, elle va pas aller pousser de l'information sur différentes blockchains. Si elle a, par exemple, je sais pas moi, elle travaille avec Walmart, Carrefour ou plusieurs entreprises, elle va pas aller pousser à chaque fois de l'information qui est différente. L'idée, c'est de dire, est-ce que je peux pas pousser de l'information une fois sur une blockchain standard? Et ensuite, bien sûr, il y a des problématiques de confidentialité, mais je l'aurais poussé une fois. Donc, c'est définir le standard. Ensuite, bien sûr, sur la technologie de blockchain, il y a plusieurs types de technologies qui existent et il n'y a pas besoin, en fait, il y a notamment sur des problématiques de confidentialité où est-ce qu'on donne cette information publique, c'est possible de la maintenir publiquement ou alors est-ce qu'on est sur une chaîne qui est plus fermée, ce qu'on appelle les permission blockchain, où on est sur on choisit en fait les acteurs de la chaîne. Donc sur la supply chain, c'est plutôt là-dessus qu'on va partir. Après, il y a des problématiques de mining et des choses comme ça, mais on pourra en parler plus en détail si vous êtes intéressé là-dessus. En Chine, il faut faire attention aussi aux régulations, notamment sur la blockchain. En fait, le plus important, c'est que on doit avoir l'identification de chacun des participants de la blockchain. Donc, on ne peut pas partir sur des choses qui sont anonymes. Et surtout aussi sur la partie données, sur les données qui sont sensibles et qui sont échangées, elles doivent être hostées ici en Chine. Donc, du coup, l'intérêt et en fait l'intérêt de la blockchain, comme je disais, sur la supply chain, c'est d'avoir de la transparence, mais tout ça n'arrive que si on a une collaboration, un engagement, à la fois à travers les différents acteurs de la supply chain, donc du début de la chaîne, donc là par exemple je prenais l'exemple d'une ferme, jusqu'à la fin de la chaîne, aussi l'utilisateur final. Quelle est l'information qu'on veut lui donner et quelle est l'information qui l'intéresse? Et donc tout ça, c'est des problématiques qu'il faut bien prendre en compte quand on lance un projet de blockchain. Et donc, si on veut lancer un projet de blockchain sur la supply chain, le premier point, c'est trouver les points les principales problématiques de la supply chain et ensuite commencer petit, en fait. Trouver le moins complexe et ce qui donne le plus de valeur ajoutée, commencer petit et ensuite grossir à partir de ça. Donc, on verra avec l'exemple de Carrefour comment ça s'est passé notamment sur le début avec certains produits. Et ensuite, sur le fait de scaler la solution sur tous les produits filière qualité. Donc voilà, donc ça c'est ce que nous faisons en tant qu'entreprise. Nous, on aide les entreprises sur les traçabilités de blockchain, les traçabilités alimentaires sur la blockchain. Voilà, je vous remercie de cette information. Alors, je vais passer aussi je vais présenter en fait la prochaine présentation, c'est sur plus les écosystèmes d'innovation et les tendances de la food tech. Et c'est moi aussi qui vais présenter parce que c'était Cyril Champagne qui devait le faire. Il est en ce moment à Paris
Il va représenter, c'est lui qui est en charge du pavillon Chine sur le salon Vivatech. Et il nous accompagne également en tant que startup. Ouais. Donc, comme je disais, donc c'est Ciel Champagne qui a réalisé cette présentation. Donc, il est le représentant Chine de l'Institut des hautes études, innovation et entrepreneuriat. Il est également le cofondateur il est également le fondateur d'une entreprise de traçabilité de CSR. Et en fait, il est vraiment connecté au réseau local. Et ce qui est vraiment important, nous aussi, en tant qu'entreprise, d'être connecté au réseau local. Et donc, par exemple, lui, il est le représentant innovation entrepreneuriat sur le district de Chongqing à Shanghai. Et puis, il est intégré dans plusieurs groupes de travail avec le gouvernement. Et donc, notamment, il est le directeur événementiel pour le pavillon Chine à Vivatech de cette année, 2019. Alors, ce qu'il voulait expliquer au début, c'est que c'est très dur de savoir ce qui va être la prochaine tendance. En fait, on est sur des disruptions qui se passent sur le marché et d'autant plus en Chine. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, le marché passe très vite et on peut se faire jeter du marché très rapidement et avoir un nouvel acteur qui va prendre toutes les parts du marché. Et donc, tout ça, c'est très dur à trouver. C'est très dur de savoir quelle est la première tendance. Par contre, on arrive à avoir un peu des caractéristiques qui nous expliquent qu'est-ce qui fait, quel est le meilleur écosystème pour arriver à une licorne et pour arriver à une success story. Si on regarde justement l'environnement des licornes au niveau mondial, déjà, ce qu'on peut remarquer, ce qui est important, c'est que donc la grosseur alors je rappelle qu'une licorne, c'est une entreprise pour laquelle l'évaluation est plus d'1 milliard de dollars. Ici, si on regarde par rapport aux États-Unis, on voit que les licornes qui ont une taille à peu près équivalente à ce qu'on peut avoir aux États-Unis, on les trouve seulement en Chine. Donc, c'est seulement en Chine qu'on arrive à avoir ça. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que les licornes qu'on va retrouver en Chine se sont construites en 3-4 ans, quand des licornes dans les autres pays, notamment aux États-Unis, vont se construire en plus de 5 ans, 5 à 10 ans. Donc, on est sur des créations qui sont très rapides et à très forte échelle. Alors en Chine, du coup, on a Xiaomi, DJI qui sont plus sur du hard, et du coup Didi qui est l'équivalent de Uber, ou Jianping, Meituan qui est plus sur la partie food. Justement, en termes de licorne sur le marché chinois et dans la food, et ben en fait, on est sur la partie Internet. En fait, sur la partie e-commerce. Donc, comme il le précise ici, on a sur les 10 dernières années, on est passé de 1% du volume mondial de vente sur de l'e-commerce à 40% maintenant. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans la food tech. Qu'est-ce qui se passe? La tendance qu'on voit, c'est ce que vous voyez dans la rue tous les jours quand vous êtes dans la rue, c'est du Ele.me, Meituan ou Waimai Baidu, qui est en fait la livraison sur le dernier kilomètre de la food et qui ont aussi des problématiques de traçabilité alimentaire. Et donc du coup, on le sait tous, en fait, arriver à une licorne, c'est très difficile. Si on regarde les statistiques, 2008, 2009, 2010, on arrive sur 1000 compagnies qui reçoivent du seed, donc de l'investissement initial. On arrive sur de 1-2% qui vont arriver à être des licornes. Donc, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on arrive à une licorne ici? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir un marché, à avoir une disruption de la telle sorte? Et en fait, ça passe par l'écosystème. Ça passe par l'écosystème. Il y a une étude qui a été faite donc du coup par Paris-Tech sur 50 licornes. En fait, on se rend compte que donc là c'est en gros les endroits, les localisations dans lesquelles l'idéation a été faite, dans laquelle on a eu les headquarters de l'entreprise et les études du CEO. Où est-ce que le CEO a étudié? Et on voit qu'en fait, on retrouve tout le temps sur à peu près les mêmes villes, les mêmes endroits. Donc on va être sur plutôt donc Israël qui a un très gros hub. Ensuite, on a Paris, Londres et sinon ça va être Californie et Shanghai, Beijing en Chine. Donc c'est des hubs. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est sur des hubs de qualité? Qu'est-ce qui fait qu'on est sur des hubs qui permettent d'arriver à des licornes? En fait, tout ça, c'est le mix d'un écosystème qu'on peut retrouver du coup aussi ici localement, mais qu'on retrouve en fait dans chacun des hubs, qui est à la fois une partie plus recherche académique, qui permet d'accéder à tout ce qui se fait en état de l'art au niveau local. Bien sûr, il faut avoir des entrepreneurs et des gens
disponibles pour travailler dans l'entreprise et des talents. Et enfin, des relations avec entreprises et des financements, tout ça qui est en packagé en fait avec un système de régulation qui permet d'avoir de l'innovation. Alors, du coup, en tant que entreprise étrangère ici en Chine, on peut voir en fait ici c'est une étude qui a été faite pour comparer les différents hubs par rapport à la Silicon Valley. Donc ici, ce qui peut nous intéresser, c'est Beijing, Shanghai. Donc on voit que par exemple sur Beijing, on a un problème sur le market reach, comment on accède au marché. À l'inverse, à Shanghai, on va être plus fort en market reach, mais on va avoir des problématiques plus sur l'expérience startup. Et donc du coup, l'idée ici, c'est de dire trouver la tendance ou surtout scaler, c'est ne pas seulement se limiter à un seul hub, mais c'est plutôt avoir dans la ligne de mire plusieurs hubs. Et les principaux hubs sur lesquels on peut s'intéresser, notamment si on veut s'intéresser aux tendances food tech ou alors s'intéresser aux différents écosystèmes, ça va être bien sûr Californie, USA, Paris, France, et en Chine on va avoir Shanghai, Beijing qui sont les deux gros hubs, et Tel Aviv, Israël qui tire l'innovation au niveau mondial. Et d'ailleurs il y a beaucoup de rachats de startups qui sont par Google ou Apple qui sont à Tel Aviv. Et du coup, pour la food tech, si on peut dessiner les tendances d'innovation dans la food tech, en fait, ça va être autour de 4 grosses tendances qu'on trouve. En fait, c'est sur des problématiques. En fait, tout part d'un problème à la base. Toute entreprise part d'un problème. Et les 4 grosses problématiques sur lesquelles la Chine va devoir se confronter, c'est la première. En fait, comment j'arrive à nourrir 20% de la population mondiale avec 7% de terrain disponible pour nourrir cette population. Donc ça, on peut imaginer à la permaculture, toutes les tendances qui seront là-dedans. Food safety, bien sûr. Donc du coup, on connaît tous un peu les scandales qu'il y a eu en Chine au niveau de la food. Et donc du coup, comment j'arrive à avoir une meilleure sécurité alimentaire, traçabilité. Et donc ça rejoint un peu le sujet dont je vous parlais avant. Nutrition, on a quand même un switch au niveau local sur passer sur de la nourriture, notamment sur les villes très plus développées comme Shanghai, Beijing, sur en fait des consommateurs qui vont s'intéresser plus à la qualité de la food et surtout par rapport à leur santé et l'impact sur leur santé. Et enfin, l'agriculture sustainable par rapport en fait aux problématiques environnementales, comment on arrive à avoir donc du coup notamment l'utilisation de pesticides, etc. Comment on arrive à avoir à faire de l'agriculture de manière plus sustainable. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que Cyril appréciera la manière dont j'ai présenté sa présentation. Merci Pierre. Donc, lors de notre dernière réunion au mois de novembre, nous avions reçu le ministre de l'Agriculture et nous avions échangé sur la transition alimentaire. Nous avions échangé également sur le fait d'évoluer au niveau des relations dans l'industrie alimentaire, c'est-à-dire entre les agriculteurs, l'industrie et également les distributeurs. Il y a une façon de travailler qui doit changer. Et suite aux États généraux de l'alimentation, une loi a été publiée et des choses ont été mises en place. Pourquoi il fallait travailler sur l'alimentation? Il fallait travailler sur l'alimentation parce que vous êtes aperçu que certains agriculteurs aujourd'hui ne peuvent plus vivre et subvenir à leurs besoins juste en vendant leurs produits. Même si aujourd'hui il y a de nombreuses subventions, ce n'est pas suffisant pour vendre aujourd'hui leurs produits à l'ensemble de la supply chain. Il y a également une perte de confiance totale au niveau des consommateurs sur ce qu'ils mangent. C'est vraiment une tendance de fond qui n'est pas uniquement en France, mais qui a été vraiment poussée en France. Donc, comment redonner de la confiance aux consommateurs sur les produits alimentaires? Un exemple concret, Yuka. Yuka, c'est une application qui a été développée par 3-4 personnes en France. Aujourd'hui, plus de 7 millions d'utilisateurs, ramenés à la population française qui dispose
un iPhone ou un smartphone, c'est colossal. Et avec cette application, vous pouvez évaluer chaque produit. Et avec cette explication, vous allez découvrir qu'il y a de nombreux additifs dans les produits alimentaires et que certains additifs peuvent être cancérigènes, certains additifs peuvent être dangereux. Donc, ceci a révolutionné complètement l'industrie alimentaire et la façon de communiquer. C'est-à-dire que les jambons, personne ne se posait la question dans les jambons, pourquoi il est rose? Un jambon, c'est rose, c'est normal. Aujourd'hui, les clients nous veulent des jambons sans nitrite. Ça veut dire que les jambons, ils sont blancs. Ça implique un changement complet au niveau de l'industrie et de travailler différemment, revoir les durées de vie, revoir le goût du produit. Et par rapport à ça, il y a un travail à faire pour l'ensemble des distributeurs et l'ensemble de la supply chain pour travailler vers une transition alimentaire. Travailler pour une transition alimentaire pour récupérer la confiance des clients et redonner la confiance. Dans cette optique-là, nous travaillons sur la partie sécurité alimentaire et comment renforcer la confiance au niveau des clients pour la sécurité alimentaire. Une des solutions, c'est la blockchain. C'est-à-dire comment apporter de la transparence sur l'ensemble de la supply chain pour garantir aux consommateurs que le produit que nous vendons, il est sain, mais également qu'il provient d'une origine précise avec des gens qui peuvent vivre de leurs produits, de leur production, sans avoir besoin de se battre de subventions. L'idée aujourd'hui, c'est la transition alimentaire et plus globalement en France, de la conclusion des États généraux de l'alimentation. Donc, nous avons développé ce projet de blockchain en France avec un premier produit, c'était le poulet sans antibiotiques. Nous avons dupliqué après cette solution en Chine avec les pomelos, avec nos fournisseurs de filières, pour vraiment améliorer la confiance au niveau des clients et travailler sur une nouvelle optique avec nos consommateurs. Donc, qu'est-ce que la blockchain? Pierre a déjà introduit ce projet. Donc, la blockchain, c'est comment vous allez en fait créer et recorder de l'information dans un système tout en monitorant certains points de la supply chain. Dans ce cas précis, c'est le premier cas qui a été lancé en France sur le poulet. Donc, on part de la production pour atteindre le client. Tout au long de la chaîne, chaque acteur va être responsable de l'information qu'il va le saisir. Donc, c'est le projet que l'on a mis en place et que l'on a décidé de développer. D'autres projets existent, d'autres solutions existent. Nous avons travaillé sur un projet qu'on appelle un projet de consortium. C'est-à-dire que chaque acteur est responsable de l'information qu'il va saisir et aucun acteur n'a autorité sur l'autre. Nous avons présenté cela à Pékin, au gouvernement, notamment Renmin University, a repris ces informations pour après l'utiliser dans la nouvelle réglementation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle d'utilisateurs qui doivent rentrer les données et qui doivent montrer leur identité. Puisque certaines blockchains peuvent être uniquement à cette partie, vous pouvez saisir l'information uniquement à cette partie et la communiquer. Rien ne vous oblige à créer les différentes. Nous, notre souhait, c'était vraiment d'être transparent et d'impliquer chaque acteur. Donc, chaque acteur de la supply doit rentrer des informations, y compris les laboratoires qui vont rentrer de l'information sur les antibiotiques, les vaccins qui vont être utilisés. Donc, chaque acteur est responsable de l'information. Chaque acteur doit rentrer les informations en temps réel. Quand une information est rentrée et codifiée, elle ne pourra plus être modifiée. Si un acteur ne rentre pas une information à un instant donné, c'est pas l'étape suivante. Donc, les règles sont bien définies et une charte a été établie pour que chaque acteur accepte cette charte et travaille de la même façon. Donc là, dans un premier temps, vous devez travailler sur votre supply chain, la définir, l'écrire, et ensuite engager chaque acteur. Engager chaque acteur, ça veut dire aussi travailler avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de communiquer avec l'étape suivante. Quand vous travaillez avec quelqu'un ici en charge des achats, il ne comprend pas pourquoi il devrait communiquer avec l'abattoir. Donc là aussi, il faut travailler, il faut engager chaque acteur pour qu'ils aient une réflexion globale. D'où l'intérêt d'avoir des sociétés qui viennent en support, comme l'équipe Pierre, va pouvoir expliquer aux ensembles des acteurs comment faire et pourquoi aller dans cette direction. Voici la solution que nous avons développée en Chine, Pomelo. 2 étapes.
Première étape, la base de données, les informations qui sont saisies. C'est ce qu'on a vu précédemment. Chaque information est saisie dans un système et n'est plus modifiable. On appelle la blockchain. La database, elle doit être basée en Chine pour respecter la réglementation. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont apportées par de très grandes compagnies avec des solutions qui ne sont pas basées en Chine. Attention, c'est un point de la réglementation et il faut bien la respecter. On peut faire des copies et avoir une base de données à l'étranger. Toutefois, attention à la sortie des données. Les données qui concernent l'alimentation sont des données considérées sensibles. Donc, préférable d'avoir une base de données unique en Chine. Certaines entreprises se sont arrêtées à cette étape-là et n'ont pas souhaité communiquer à leurs clients. C'est un choix. On peut s'arrêter à cette étape-là. Nous avons décidé, nous, de communiquer à nos clients des informations. Bien entendu, ces informations doivent être sélectionnées. Vous devez définir quelle information vous voulez communiquer à votre client. En Europe, les informations qui concernent l'abattoir sont des informations que nos clients ne veulent pas connaître. Avec le développement des NGO comme L214, il y a vraiment une problématique sur la santé animale et on ne veut pas connaître toutes les informations. On vient acheter de la viande, mais on ne veut pas connaître les règles d'abattage, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas le cas en Chine. Vous avez également d'autres problématiques qui peuvent apparaître. En Chine, le client voulait connaître exactement la localisation du champ. En France, certains agriculteurs refusent que la population puisse savoir à quel endroit se situe son champ, pour éviter que la nuit, il se fasse piller ses récoltes. Différentes approches, différentes solutions. Donc, il va falloir bien définir dès le départ quelle information vous voulez communiquer à votre client. C'est pour ça qu'entre cette base de données et la communication qui va être faite au client, il peut y avoir des différences. Toutes les informations ne seront pas communiquées. À vous de choisir l'information que vous souhaitez, à laquelle vous voulez associer votre consommateur. Donc, chaque lot sera l'objet d'une communication. Nous avons choisi pour le pomelo de communiquer la date de récolte, le nom de l'agriculteur et la couleur du produit. Sur ces bases-là, vous aviez un QR code unique par jour, par agriculteur et par couleur de produit, qui permet d'avoir une traçabilité la plus fine au niveau du produit pour chaque unité que vous pourrez trouver en magasin. C'est le choix qu'on a fait en Chine et communiqué sur le produit qui était directement prélevé dans le Fujian. Ce produit a été également exporté en France. Donc, cette solution a été dupliquée à la fois en Chine et à la fois en France. Nous avons rencontré la même problématique, c'est-à-dire que les données qui sont collectées en Chine sont difficilement exportables à l'étranger, notamment les zones GPS. Donc également, en fonction du type de pays que vous allez communiquer, attention au type de données que vous allez voir diffuser. En résumé, voici le projet, en fait, la genèse du projet au niveau d'un projet blockchain. Dans un premier temps, nous devons définir le type de produit et quels éléments nous voulons communiquer. Pour de la viande, ce sera plutôt l'attente des clients et plutôt sur les antibiotiques, les hormones de croissance. Sur les fruits, ce sera plutôt la localisation et les pesticides utilisés. Ensuite, vous travaillez avec l'ensemble des acteurs de la supply chain pour savoir qui va compléter quel élément. Pour ensuite travailler sur un développement informatique, une base de données. Et enfin, communiquer, si vous le souhaitez, à votre client sur la solution de blockchain que vous avez mise en place. Voici les informations que nous avons fait. Voici l'ensemble des éléments sur la blockchain pour le groupe Carrefour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Pour les questions, je propose qu'on demande qu'on demande à Pékin si eux ont des questions pour faire de l'interaction. Et puis, je ne sais pas si à Pékin vous avez des questions par rapport aux présentations qui ont été faites, mais on vous propose de poser une ou deux questions avant qu'on demande à Shanghai s'ils ont des questions de leur côté et de vous laisser la parole pour la suite des présentations. Il y a une question à Pékin. Bonjour. Vous parlez de confiance sur la blockchain, c'est très bien, c'est un outil merveilleux.
il y a toujours le problème du passage de offline à online, le fameux problème de l'oracle. Quelles sont vos solutions sur la partie Carrefour et sur la partie Protector Chain? En fait, c'est une bonne question. L'idée, c'est de dire, là, on peut voir la blockchain du coup comme une base de données et on se dit, l'information qu'on vient pousser dans cette base de données, on peut toujours la changer initialement ou la modifier. Si c'est par exemple, en fait, l'idée, c'est de dire, pour arriver à plus de transparence, plus de traçabilité, il va falloir switcher au fur et à mesure vers de plus en plus d'IoT. Utiliser l'Internet des objets et en fait limiter l'interaction entre l'humain et l'information qu'on vient enregistrer grâce à des systèmes d'objets connectés. Donc par exemple, on peut imaginer au niveau des fermes, rajouter des sensors dans les sols ou autour, ou faire de la reconnaissance vidéo et en fait pousser l'information automatiquement via des systèmes informatiques plutôt que passer par de l'humain. Et ça, c'est des choses qui se font dans le futur, qui se font dans le plus long terme. Initialement, on vient mettre tout le système d'information, on vient pousser les données et au fur et à mesure, on va arriver vers de la donnée qui va être de plus en plus automatisée. Et donc, du coup, la contrepartie digitale qu'on va avoir dans la blockchain représentera mieux la réalité. Après, de notre côté, il a fallu travailler sur la sélection des produits. Donc, bien entendu, avoir des produits avec des QR codes ou des produits avec des barcodes. Donc, l'idée, c'est d'avoir des produits qu'on peut vendre à l'unité. Travailler sur des produits en vrac, c'est assez compliqué dans l'immédiat. Toutefois, les solutions évoluent très vite. On a eu 2 solutions aujourd'hui qui ont été apportées. Barcode, où on doit saisir après un numéro de lot manuellement, ou un QR code qui intègre déjà ces informations. Et aujourd'hui apparaissent d'autres solutions qui sont des solutions de reconnaissance visuelle avec un markup invisible qui permettrait d'identifier les produits. Mais la clé aujourd'hui, c'est l'identification de chaque produit et on est obligé de le faire par des solutions qui sont plus ou moins manuelles. Il y a une question à Pékin. Oui, bonjour. En termes de coût, la solution que tu viens de présenter, par exemple, Hervé, est-ce que c'est quelque chose qui s'intègre parmi des coûts de la sécurité sanitaire, etc., ou est-ce que ça représente un problème majeur à même de développer ou de développer la généralisation de cette solution? Alors, il y a les 2 points, c'est-à-dire que nous pouvons trouver des solutions qui soient acceptables en termes de coût. Toutefois, oui, ça représente aujourd'hui également un coût important, un investissement important au niveau de l'ensemble de la supply chain, ces projets blockchain. Donc, c'est un frein aujourd'hui au développement et on peut le voir avec différents acteurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou également en Chine, qui ont limité en fait le nombre d'items. Donc, c'est pour ça que la sélection du produit, déjà, est un premier point important. Nous ne pouvons pas développer la blockchain sur tous les produits. Il faut sélectionner vraiment le produit pour lequel ça a un sens. Et demain, essayer de travailler sur, en fait, engager les industriels de plus en plus pour aller dans cette solution. Il y a un projet, aujourd'hui, globalement, les projets blockchain concernent tous les produits d'agriculture. Enfin, c'est des produits qui ne sont pas transformés, donc on peut communiquer uniquement sur un point. Dès que nous travaillons avec des produits d'épicerie, c'est plus complexe, puisque là, il y a un mélange d'ingrédients. Nous rentrons dans une problématique de confidentialité, de recettes industrielles, et donc là, nous parlons de protection. Nestlé, avec Carrefour en France, ont communiqué récemment sur de la purée fine, avec une origine bien précise des pommes de terre. Ça peut être une solution, communiquer sur une origine d'une matière première sur un produit d'épicerie, mais ça reste quand même une expérience. Ensuite, il y a également une entreprise qui souhaite créer un standard international et qui voudrait intégrer l'ensemble des entreprises mondiales, c'est IBM. Parce que pour IBM, qui a travaillé dès le départ avec Walmart, c'est une aubaine pour eux d'engager l'ensemble des industriels alimentaires dans leurs solutions et après, en fait, de travailler uniquement avec leurs solutions. Donc, il y a une volonté au niveau d'IBM de créer un standard mondial pour, en fait, connecter toutes les entreprises. Donc, clairement, si demain on arrive à travailler avec une société qui va engager l'ensemble des acteurs, oui, ça peut nous aider à déployer. Il y a également
un risque ou un blocage au niveau de certaines autorités, notamment chinoises, de ne pas intégrer uniquement une seule entreprise étrangère sur une technologie avancée. Je ne sais pas si à Shanghai, vous avez une question avant qu'on passe la parole à Pékin. Et si jamais à Canton, vous avez une question, vous pouvez lever la main que je le vois. Alors, Shanghai. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question notamment sur les mineurs. Donc, ce que je comprends, c'est que ce sont les acteurs de la supply chain qui minent eux-mêmes donc les informations. Vous dites qu'elles ne sont pas modifiables après. Qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur de saisie ou des différents éléments qui, du coup, peuvent empêcher peut-être le processus de blockchain? Alors déjà sur la partie mineure, en fait, comme disait Hervé, le standard qui se passe qui se développe sur la supply chain est une technologie de blockchain qui s'appelle Hyperledger. Et en fait, l'idée c'est sur cette technologie-là, il n'y a pas de coin et pas de mining. En fait, comme c'est une chaîne, une blockchain qui est ce qu'on appelle qui est permissionnée, donc avec des acteurs qui sont dedans, les algorithmes qui sont derrière, donc les algorithmes de consensus n'ont pas besoin d'avoir de mining. Donc du coup, en termes de coûts, c'est pour ça que c'est un standard qui est en train de se développer et qui est vraiment poussé sur l'industrie. En termes de coûts, on est beaucoup plus sur des coûts beaucoup plus limités que quand on a besoin de mining et en fait, le mining vient du fait de résoudre des puzzles cryptographiques qui coûtent cher en termes d'énergie. Et si on est sur une technologie permission, sur la technologie Hyperledger, on n'a plus besoin de ça parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment de puzzle cryptographique, donc ça coûte moins cher. Ça, c'était pour la première partie. Deuxième partie, on peut pas changer d'informations qui sont poussées sur la blockchain, donc les transactions. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est en fait faire une nouvelle transaction qui explique que la transaction d'avant était erronée et du coup qui vient en fait d'une certaine manière updater l'information. Par contre, on a toute une traçabilité, c'est-à-dire qu'on sait que cette information on l'a changée et en fait l'information initiale qui a été poussée était différente. Mais donc on est capable de remonter en fait aussi de voir là où il y a peut-être des manipulations de données qui sont faites. Alors, toute dernière question, puis on va laisser la parole à Pékin. Oui, vous avez parlé des produits non transformés ou des produits d'épicerie. Qu'en est-il des produits frais, type produits laitiers? Qu'est-ce qui est envisagé en termes de blockchain? Est-ce qu'ils sont concernés? Oui, les produits laitiers rentrent dans les produits plus ou moins transformés, on va dire. Il y a des solutions qui apparaissent. La difficulté aujourd'hui sur ces produits laitiers, par exemple, c'est les produits laitiers sont collectés à différents endroits. Donc, on ne peut pas communiquer sur l'ensemble des endroits, sur l'ensemble des fermes. Donc, il faut trouver une solution pour essayer de communiquer sur une seule entité pour que le consommateur puisse s'identifier à une personne. Donc, aujourd'hui, sur le lait, il y a encore des questions. Comment travailler, puisqu'on ne peut pas se limiter à une seule zone. Voilà. Définir une zone géographique, cette zone géographique, des choses que nous devons travailler. La première étape, c'est vraiment l'enquête client pour savoir en fait quelle information le client peut connaître. Et dès qu'on a ces informations, derrière, on peut commencer à travailler avec l'ensemble de la supply chain pour définir quels vont être les points d'entrée. Quand il y a vraiment une zone géographique importante, il faut sélectionner les informations. Voilà, nous allons passer la parole à François. François, on te laisse prendre la suite pour les présentations. Je vous en prie. Thibaut, Mireille. Bien, bonjour. Donc, on va revenir à des sujets un peu plus terre à terre, si j'ose dire, et donc vous faire un point de situation sur les différents aspects de la relation franco-chinoise en matière sur les questions agricoles et agroalimentaires. Et pour commencer, nous allons vous faire une présentation des actualités en matière de coopération sur la formation professionnelle. Donc, je vais laisser Thibaut Nancy faire cette présentation. Bonjour. Alors, ma présentation sera un petit peu plus austère que ce qui a été fait auparavant, plus administrative, on va dire. Quelque part, je suis soit inquiet, soit rassuré par la dernière intervention de Pierre. Parce que je n'ai pas compris grand-chose, on va dire, de ce que tu as dit.
Euh, et donc, je pense que nos collègues chinois non plus n'ont pas compris grand-chose. Mais rassurez-vous, moi non plus, j'ai pas compris ce qu'il a raconté. Donc, ça demandera une explication peut-être plus précise dans l'avenir, parce que il y avait beaucoup d'anglicismes et de mots techniques qui nous ont perdus un petit peu. Mais c'était très intéressant. Voilà. D'accord. Donc moi, je vais vous parler de la coopération sino-française dans le domaine de la formation agricole et du rôle des entreprises françaises. Je vais être assez bref parce que c'est des choses que j'ai déjà dit pour un certain nombre d'entre vous. Dites, pardon. En fait, il y a deux questions de fond qui sont à la base de cette coopération. La première question de fond, c'est que ce que nous faisons en France intéresse la Chine. Voilà. On a une formation qui a vraiment des atouts, qui va depuis la formation en CAP, donc on va dire 13-14 ans, jusqu'à la formation supérieure 21-22 ans. On a une formation qui est très pratique, très moderne, et on a une formation qui correspond aux enjeux de l'agriculture chinoise. Voilà. Donc et ça, les autorités chinoises l'ont identifié. Ils savent que la France, avec son modèle d'agriculture, avec son donc une agriculture familiale de taille moyenne, qui aborde absolument tous les sujets de l'agriculture, tous les sujets de l'élevage, tous les sujets de la culture, avec des enjeux très modernes qui sont l'agroécologie, le respect de l'environnement, etc. Les autorités chinoises, ils ont compris que ça pouvait les intéresser et on pouvait correspondre à leur modèle de développement de l'agriculture. Donc, on est identifié de ce point de vue-là, et pour nous, c'est très intéressant, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette coopération. Par ailleurs, on a des entreprises françaises en Chine qui abordent aussi tous les sujets de l'agriculture. C'est l'élevage de porcs, c'est les grains, c'est les semences, c'est l'élevage de canards, etc., etc. C'est les machines. Et donc, ça intéresse les autorités chinoises par rapport à leur politique de formation, parce que on peut travailler sur tous les sujets. Les entreprises françaises, sont investies dans tous les secteurs qui intéressent le développement agricole de la Chine. Donc le développement durable, l'élevage porcin, l'élevage des canards, etc. Et puis, le dernier point, c'est que en Chine, ils ont le même problème qu'en France. C'est-à-dire qu'on a un secteur de formation agricole qui est très intéressant parce que on a un métier à la fin, on a un emploi. En France, c'est comme ça. Hein, l'employabilité du secteur agricole, de la formation agricole en France est excellente. Vous êtes sûr d'avoir un travail à la fin, mais les gens veulent pas y aller. Voilà. Bien que ils préfèrent aller dans des formations universitaires qui donnent pas d'emploi que d'aller faire une formation agricole qui, à la fin, donnera un emploi. Et donc, c'est le même problème en Chine. Les jeunes Chinois, ils veulent aller à Pékin, ils veulent aller à Shanghai, ils veulent aller à Canton, ils veulent travailler dans un bureau. Ils veulent pas aller dans une entreprise agricole dans la campagne. Voilà. Et donc, l'intérêt des Chinois pour notre coopération, c'est que nous, on peut leur dire, et bien derrière, il y aura un emploi dans une entreprise française. Si jamais il y a eu un stage qui a été fait dans une entreprise française, si jamais il y a eu une acclimatation au climat français du travail agricole, derrière, il y a un emploi quasiment garanti. Donc, c'est ça qu'on vend et qui est acheté, on va dire, par les entreprises, par les autorités chinoises et qui les intéresse. Donc, bon, je ne vais pas revenir dans le détail, on vous passera le PowerPoint de tout ce qu'on a fait dans le cadre de cette coopération. Simplement important, en mai 2014, il y a eu un premier accord cadre signé par les deux ministres. Cet accord cadre a été renouvelé, vous le voyez là, en novembre 2018. Donc, on a renouvelé l'accord et on l'a précisé pour mieux le gouverner, on va dire, pour qu'il soit plus efficace. On a tenu le 26 avril dernier, donc c'était il y a 2 semaines, le premier comité de gouvernance de l'accord franco-chinois sur la formation agricole. Ça s'est tenu à haut niveau, au niveau des directeurs généraux adjoints. Et on est parvenu à un parfait accord entre la partie française et la partie chinoise pour continuer d'avancer et avancer mieux et plus précisément. Donc, dans divers secteurs, je peux vous les lister. Donc, c'est l'élevage porcin,
le thé, les champignons, le cheval, qu'est-ce qu'on a d'autre? La médecine traditionnelle chinoise pour les animaux. Voilà, ce type donc des secteurs très précis sur lesquels on souhaite avancer et mettre en place des projets précis avec des acteurs identifiés, donc des acteurs qui seront des entreprises, avec l'idée de labelliser et de soutenir ces projets. Soutenir dans la mesure du possible, y compris financièrement. Et donc, pour l'avenir, les prochaines étapes de notre coopération, donc on a la journée Campus France sur la coopération agricole à Changchun dans le Jilin, qui sera le 14 juin 2019, pour lequel il y a donc un appel à mobilisation des entreprises qui pourraient être intéressées. L'idée, c'est d'aller au-devant des étudiants, des professeurs, des entreprises chinoises dans le Jilin qui pourraient être intéressés par une coopération franco-chinoise. Et on a comme horizon, à l'automne 2019, la foire agricole de Nanchang. Donc, c'est la foire agricole du ministère de l'Agriculture. Cette année, elle va se tenir à Nanchang, pour laquelle la France sera pays à l'honneur. On a la foire de Shanghai, pour lequel on aura peut-être, comme François vous le dira, une visite de haut niveau. Et on a les premières rencontres franco-chinoises sur la formation agricole qu'on espère tenir soit à Shanghai, soit à Nanchang à cette occasion, pour faire se rencontrer les différents acteurs de la formation agricole en France et en Chine, et y compris les entreprises, pour faire un peu la publicité de notre système de formation. Donc, pour maintenant et pour l'avenir, on a institutionnalisé la place des entreprises et des collectivités locales à côté de ça dans la gouvernance de l'accord franco-chinois sur la formation agricole. Le 26 avril dernier, lors du premier comité de gouvernance, donc c'est Martial Sardin de l'IFIP qui a représenté les entreprises françaises. Il est institutionnalisé que les entreprises françaises soient présentes lors de nos rendez-vous, ou de nos réunions du comité de gouvernance, pour que on fasse connaître les avis et les intentions des entreprises françaises par rapport à cet accord de coopération. Et donc, mon dernier mot, ça va être un appel à proposition. Il y a beaucoup, jusqu'à présent, de bonne volonté de la part des deux parties, françaises et chinoises, sur la mise en œuvre de cet accord de coopération. Mais maintenant, pour l'avenir, pour le mettre ça réellement en œuvre, on aura besoin de deux choses. D'abord, des offres de stage de la part des entreprises françaises vis-à-vis de la partie chinoise pour offrir des places aux jeunes gens qui sont dans la formation agricole chinoise et qui découvrent l'univers des entreprises françaises. Et ça, c'est pas forcément dans votre camp, mais c'est dans le nôtre, dans celui de la partie chinoise, mais c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. On aimerait vraiment qu'il y ait une implication réelle des entreprises françaises dans les cursus chinois. C'est-à-dire que les entreprises françaises rentrent dans les écoles chinoises et donnent des cours, des interventions, des expérimentations, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Jusqu'à présent, c'est resté très théorique. On a eu un peu Roulier, qui a réussi à rentrer dans notre école chinoise partenaire, Carrefour aussi un peu, qui a réussi à rentrer dans notre école chinoise partenaire, mais là, on aimerait aller plus loin et que vraiment les entreprises françaises soient présentes dans le cursus des élèves chinois. Donc, c'est quelque chose sur lequel on vous sollicitera à l'avenir pour essayer vraiment d'être là et de s'impliquer complètement et d'impliquer les jeunes gens chinois dans la vie des entreprises françaises. Voilà. Merci. Oui, je pense qu'il serait bien de passer sur des questions sur cette partie avant d'aborder les autres, puisque autant il y avait une grande cohérence entre les trois présentations à Shanghai, autant nos trois interventions sont sur des sujets différents. Donc, avez-vous des questions sur cette coopération franco-chinoise dans le secteur de la formation professionnelle? Un point sur lequel j'aimerais assister, c'est ce sur quoi Thibaut a constaté. Pardon, excuse-moi Hervé. Ouais, Hervé. Donc Thibaut, tu as mentionné la possibilité d'offres de stage. Est-ce que nous pourrions également avoir des étudiants français qui viennent en Chine
en stage. Est-ce qu'il y a un accord également dans ce sens? Oui, alors l'accord porte sur un échange dans les deux sens, évidemment. C'est ce sur quoi d'ailleurs on insiste beaucoup depuis une année environ, que ce soit que les échanges soient équilibrés. C'est-à-dire que c'est pas seulement de l'expertise française qu'on apporte en Chine, c'est de l'expertise mutuelle et des échanges mutuels. Et je pense qu'on n'aura aucune difficulté à trouver de la place pour des étudiants français, ou des salariés français, enfin des travailleurs français. Jusqu'à présent, justement, notre difficulté, c'est que les jeunes Français veuillent venir, parce que venir à Pékin, venir à Shanghai, ça va. Venir ailleurs, il y a beaucoup plus beaucoup plus de difficultés à trouver. De notre côté, sincèrement, on n'aura aucune difficulté à trouver des établissements chinois susceptibles d'accueillir dans les meilleures conditions possibles, à standard chinois, des jeunes Français. C'est pas compliqué. Il y a vraiment la volonté exprimée systématiquement par la partie chinoise d'accueillir des jeunes Français. Le plus difficile, c'est de trouver les jeunes Français qui veulent bien venir. Voilà. Donc oui, bien sûr, on peut trouver et les Chinois s'y mettront en quatre, à mon avis, hein, sans difficulté pour accueillir, selon certaines conditions, des jeunes Français. L'offre, c'est pour les étudiants français viendront pour un stage ou pour suivre une formation? C'est à définir. Pour l'instant, la question ne s'est pas posée, donc mais c'est à définir. Notre difficulté, nous, c'est pour faire venir des stagiaires aujourd'hui français avec un visa pour un stage, parce qu'on nous demande à nos stagiaires d'avoir 2 ans d'expérience. Alors, comment est-ce que je peux dire ça? On ne demande pas de visa pour un stage, Hervé. Je ne sais pas si ma réponse est claire, mais… D'accord. Oui. On ne demande pas de visa pour un stage. Non, il n'y a pas de… ce que je vous dis est de façon totalement informelle. D'accord? On ne demande pas de visa pour un stage. Il n'y a pas de depuis quand, ni de rien. Juste, on ne demande pas de visa pour un stage. On fait autrement. Et ça marche. Voilà. Question? À Shanghai ou Canton? Est-ce qu'il y a d'autres questions? À Shanghai pour l'instant, merci. Oui, donc pour conclure, je voulais revenir sur le dernier point. L'objectif d'avoir mentionné explicitement les entreprises et les collectivités locales également d'ailleurs dans cet accord est de vraiment offrir par cet accord un cadre institutionnel visible pour fournir un véritable service aux actions et aux besoins des entreprises. Donc, l'accord de coopération a été conçu avec comme objectif ou comme l'un des objectifs de permettre de fournir un cadre de travail pour mettre en place des actions que voudraient mettre en place les entreprises en matière de formation, en matière d'apport d'expertise et d'échange d'expertise, en matière de présentation et de valorisation de leur savoir-faire. Et donc, n'hésitez pas, et la remarque s'adresse ou l'invitation s'adresse aux entreprises ou aux filières professionnelles à venir nous voir et à discuter si vous avez justement des besoins de former vos cadres ou vos techniciens, si vous avez des souhaits de mettre en place, de faire venir de l'expertise en Chine dont vous disposez en France, pour justement essayer de mettre ces actions en forme dans un programme de coopération. C'est à cela que cet accord a vocation à servir. Et encore une fois, ça peut se concevoir aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau d'interprofession. On travaille actuellement avec le secteur de la boulangerie pour mettre en place de telles formations ou dans d'autres domaines très divers. Donc, encore une fois, on est à votre disponibilité pour discuter ensemble comment mettre en place en pratique de tels programmes
y compris d'ailleurs en recherchant des solutions de financement. Là aussi, l'une des idées d'impliquer les régions et les collectivités locales en règle générale, c'est qu'il y a un certain nombre de financements disponibles au niveau des collectivités locales et notamment des régions, dans le cadre de leur appui économique ou de l'appui économique qu'elles apportent aux entreprises, qui peuvent être mobilisés. Voilà sur ce point. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la peste porcine africaine. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter parce que je suis la dernière arrivée dans l'équipe de François au service d'économie régionale à l'ambassade. Donc Mireille Bossy, je suis vétérinaire, donc plus en charge des questions sanitaires et phytosanitaires dans les négociations, en remplacement de Charles-Martin Ferreira que vous connaissez tous certainement. Voilà, donc on a jugé intéressant aujourd'hui de vous faire un petit point sur le front de la peste porcine africaine, parce que même si c'est une maladie qui touche pas l'être humain, c'est une maladie quand même qui génère des problèmes sociétaux. Parce que d'une part parce qu'elle est mondiale et puis parce que elle est de nature un peu plus pardon. Parce qu'elle est de nature à très certainement à moyen ou long terme modifier les habitudes des consommateurs. Alors, faut que vous sachiez que donc elle circule de façon endémique sur l'ensemble de la planète parce qu'on n'a pas aujourd'hui de vaccin contre cette maladie, mais que bien sûr elle ne touche pas l'être humain. Donc c'est déjà différent des autres maladies qui ont notamment sévi en Asie il y a quelques années. Alors pour parler de la peste porcine donc qui fait des ravages en Asie, je voulais commencer par faire une petite situation en Europe parce qu'elle sévit aussi en Europe de l'Est. Vous voyez, il y a quelques blocs de pays. L'Europe de l'Est qui est touchée. Vous avez les points les plus foncés sont les derniers foyers qui ont sévi. Dernièrement, on a enregistré 140 foyers déclarés, 600 en Lituanie, on en a en Lettonie, en Roumanie 21, 58 foyers en Pologne, 25 foyers en Belgique sur des sangliers, de l'Ukraine. En Ukraine aussi, en Hongrie, mais je ne veux pas parler de la Belgique uniquement de ceux de l'Est, 28 cas en Hongrie, donc on a ces pays-là où la maladie circule. On a des pays d'Europe du Sud, vous voyez, qui sont indemnes, où la maladie n'est pas installée. En Sardaigne, par contre, elle fait des ravages, elle évolue assez vite. Et puis on a les foyers en Belgique qui ne touchent que des sangliers sauvages. Non, qui est uniquement installé dans la faune sauvage, mais qui génère des difficultés. Alors, je voulais vous faire cette situation-là parce que vous savez que l'Europe commerce avec la Chine. La France a exporté en 2018 60 000 tonnes de viande de porc et de coproduits, et qu'aujourd'hui, donc, la Chine, qui est membre de l'Office international des épizooties, ne respecte pas les règles de l'Office international des épizooties qui prévoit de mettre en place un zonage des pays qui connaîtraient des cas de maladie, ce qui permettrait de ne pas couper complètement le commerce avec les pays exportateurs, mais qui, par la définition d'une zone contaminée, permettrait de continuer dans les zones indemnes le commerce. Aujourd'hui, lorsque un cas se déclare dans un des pays autre que la Chine, notamment en Europe, c'est un embargo total qui est mis sur le pays. Donc, on craint beaucoup par ce foyer belge qui est transfrontalier avec la France, avec l'Allemagne, avec tous les pays autour, vous voyez. On craint beaucoup l'arrivée sur notre territoire et l'embargo total. Donc, l'objet de nos négociations en ce moment avec les autorités chinoises est de faire reconnaître le zonage en Europe, au moins sur les pays, vous voyez, qui sont les pays de l'Est et du centre de l'Europe qui sont moins touchés par la peste porcine. Donc, de faire reconnaître l'expertise de la France sur la gestion des crises et sur la prévention de la maladie pour faire admettre le zonage et pouvoir commercer si jamais dans l'Est de la France un cas survient, pour que le commerce avec la Bretagne notamment et les départements de l'Ouest de la France puissent continuer. Donc, c'est notre combat en ce moment. Sur le front chinois, la maladie n'est pas du tout maîtrisée. La maladie fait des ravages. Elle éloigne les consommateurs de la consommation de porc aussi, on s'en rend compte, parce on parlera tout à l'heure des conséquences, parce qu'elle entraîne une peur, même si l'homme ne craint rien avec cette maladie. Donc, elle sévit en Chine depuis le mois d'août 2018. Il y a très peu de transparence sur ce qui se passe en Chine. On a beaucoup de mal à savoir. Les Chinois ont déclaré 129 foyers,
dans 31 régions. Vous voyez que la maladie se propage vers le sud. Aujourd'hui, elle touche l'Asie du Sud-Est aussi. Le Cambodge est touché, le Vietnam est touché. On va passer les frontières de la Birmanie, très certainement. On ne voit pas comment elle pourrait s'arrêter. Donc voilà, on maîtrise pas beaucoup. Toutes les provinces continentales sont infectées, sauf Hong Kong, Macao et Taïwan. On n'a pas de cas. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de porcs qui ont été abattus. Donc on estime à 20% la baisse de population de porcs. Donc avec des conséquences sur l'approvisionnement du porc, évidemment. Je vous ai préparé quelques schémas pour vous montrer qu'en fait, si vous ne le saviez pas, l'organisation de l'élevage chinois est différente de celui de l'Europe. On a énormément de petits élevages. Voyons les classes en nombre de porcs, donc jusqu'à 100. C'est la majorité, vraiment la majorité des élevages, ce qui rend très compliqué la lutte contre la maladie en Chine, puisque les petits élevages sont des méthodes des conduites d'élevage qui sont très particulières en termes d'échange de reproducteurs, en termes d'alimentation, en termes de transport, et ce qui entraîne beaucoup de difficultés dans la gestion de la maladie. Et puis, vous voyez, on a des élevages de plus en plus gros, de moins en moins nombreux, dont la tendance s'inverse. C'est pour ça qu'on vous a mis des chiffres entre 2010 et 2016. Précédemment à la peste porcine, on voit déjà que la tendance des autorités chinoises est de limiter le développement des petits élevages parce qu'on sait qu'il y a ce risque de maîtrise sanitaire. Et on voyait déjà depuis 2016, on avait quand même une tendance à la diminution des petits élevages et une augmentation, une concentration de l'élevage. Et effectivement, les craintes sont tout à fait justifiées parce que vous voyez sur le diagramme d'à côté, qui vous montre en fait le type de contamination d'un élevage à l'autre et les sources de contamination d'un élevage à l'autre, et qui varient beaucoup si on a affaire à un petit élevage ou un gros élevage. On voit que dans 50% des cas à peu près, la transmission se fait par la contamination de l'alimentation, ce qu'on appelle les eaux grasses, qui peuvent être des aliments issus de production animale et qui peuvent véhiculer le virus, parce que le virus ne se détruit qu'à forte température. Donc, si les aliments de base ne sont pas traités, si les déchets ne sont pas traités, et si les porcs les consomment, ils peuvent contaminer les porcs qui l'ont consommé. 37,5% de la contamination se fait par les mouvements d'animaux, donc notamment dans les élevages, ce que je vous disais, de petite taille et de taille moyenne, et 12% de la contamination se fait par les véhicules et le personnel, puisque par les lisiers, ne serait-ce que par les bottes des agriculteurs ou par tout le matériel d'élevage qu'on peut se prêter d'une exploitation à l'autre, on a un risque de contamination. Donc, vous voyez que les sources de contamination sont différentes si on a affaire à un petit élevage ou si on a affaire à un gros élevage, mais les risques, ils sont beaucoup plus nombreux lorsqu'on a affaire à de petits élevages en réseau dans des villages qui mettent en commun le matériel, qui mettent en commun les animaux et qui en plus les déplacent d'une région à l'autre. Un dernier petit point sur les conséquences économiques de la maladie. On estime une diminution de la production aujourd'hui. On est sur des estimations, vous voyez, assez larges, mais on est plus près des 30% que des 5%. Quand même, actuellement, on estime à 51 millions de tonnes la production. Et on estime la diminution de production qui peut aller jusqu'à 15 millions de tonnes actuellement. L'impact sur les prix est mitigé en ce moment parce qu'il y a eu des abattages importants, il y a eu des constitutions de stock pour anticiper une éventuelle hausse de prix. Et puis, à cause de la méfiance des consommateurs, on observe aussi une baisse de la demande. Entre mars 2018 et mars 2019, les prix ont stagné entre 10 et 11 RMB par kilo. Ça a bondi au mois de mars et aujourd'hui les prix se sont stabilisés. Aujourd'hui à peu près 25 RMB par kilo. Et il devrait être stable, les estimations, jusqu'à l'été.
Et l'inflation des prix, elle ne se limite pas donc à la viande de porc, vu qu'il y a des reports de consommation de la viande de porc vers des viandes de substitution. Et donc l'inflation se communique aux produits de substitution. Et on observe par exemple une augmentation de 30% du prix de poulet aujourd'hui. Voilà, donc face à ces conséquences économiques, donc le marché, notamment d'exportation, doit s'organiser. On sait que avec le repeuplement qui va obligatoirement s'amorcer après la crise, il y aura une forte demande qui va s'exprimer en matière de porc aux producteurs, en matière de génétique. Donc, il faut que la France, notamment, puisse y faire face. Donc, la profession et les interprofessions réagissent par rapport à ça et s'organisent. On anticipe aussi une réduction de la demande en aliments d'animaux avec la baisse de production locale de porc. C'est certainement moins de demande d'un aliment qui va s'exprimer. Donc, vous voyez, un problème sociétal qui touche bien plus largement la société qu'uniquement le monde agricole. D'une part parce qu'il va entraîner une restructuration forcément de l'élevage en Chine. Et puis, il va falloir faire face à de nouvelles demandes en génétique, une modification de la demande d'un aliment, donc de la production de céréales pour les pays qui exportaient vers la Chine. Et puis voilà, et puis ce report aussi sur d'autres filières va nécessiter aussi une réorganisation des filières exportatrices. Voilà, je vous remercie. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, nous y répondrons. Mireille, je voulais juste faire le lien par rapport à ce qu'on voyait sur les cartes, la propagation de la maladie. Puisqu'en fait, effectivement, ça a un impact significatif sur le nombre d'élevages porcins. Et du coup, comme Hervé est là en même temps, je voulais voir l'impact que ça avait directement en magasin, parce que sur les cartes, c'est sur les cartes, et puis on parle de maladie, mais en fait, dans la réalité, ça a un impact directement sur les produits qui vont être disponibles en magasin, et plus tard, on verra éventuellement sur les prix. Et du coup, je voulais voir avec Hervé, est-ce qu'il y a un risque de pénurie? Quelle est la situation en termes en fait de disponibilité en fait de viande porcine pour le moment en fait en magasin et puis pour le consommateur habituel? Donc en magasin, nous avons eu des impacts assez importants, notamment dans le nord-est de la Chine, puisque ça a été les premières régions touchées et rapidement le gouvernement a isolé ces régions en n'autorisant pas le transport de porcs d'une province à l'autre. Également sur des porcs abattus dans certaines régions, après dans le centre de la Chine. Donc oui, nous avons eu des ruptures dans le nord-est de la Chine. Et puis récemment, à Raiko, puisqu'à Raiko, il y a eu une journée où en fait, il n'est plus possible d'approvisionner en porc. Donc oui, il y a eu des impacts au niveau de la consommation. Nous avons commencé à anticiper cette situation et à transférer une partie de nos achats sur du bœuf et du poulet pour anticiper la crise. Ça, c'est valable pour la Chine. Sur d'autres pays, il y a une différence puisque notamment en France, la consommation de viande baisse. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus sur des modes végétariens ou véganes et on voit en fait cette consommation de viande qui diminue progressivement par rapport à une tendance de marché. Et Mireille, encore une question simplement, parce que là, on a vu sur les cartes que la maladie était en fait, je ne sais pas s'il faut dire hors de contrôle ou pas, mais on parle d'une baisse entre 5 et 30% de la production. Est-ce qu'on commence à voir la fin ou pas? Enfin, quelles sont les prévisions pour l'évolution en Chine de la maladie en fait? On ne voit certainement pas la fin encore. Et on voit qu'elle se propage de toute façon à des pays qui sont fortement producteurs, en Asie du Sud-Est aussi, et en Chine, du fait du manque de transparence, on voit une réaction, on voit certainement une réaction, et notamment les Chinois ont compris comment se transmettait la maladie, d'où venait le risque, et comment il fallait structurer l'élevage pour en limiter la propagation, mais voilà, ils sont mal armés, mal organisés. C'est ce qu'on voit, nous, c'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on comprend au travers des séminaires et des réunions qu'on a pu avoir. Ils sont très preneurs d'aide technique, très preneurs de coopération, mais pas très volontaristes pour nous expliquer et nous montrer ce qui se passe sur le terrain. Voilà, donc mais on n'est pas en phase de voir la fin. François, je ne sais pas si tu peux nous dire. Parce que tu as à peu près tout dit. L'une des caractéristiques de cette crise, parce qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom,
c'est que quand on se livre à des calculs mathématiques en matière de commerce mondial, notamment, ça donne rapidement mal à la tête. C'est-à-dire que le commerce mondial de la viande porcine, c'est 18 millions de tonnes. Et donc, les baisses de production qui pourraient survenir en Chine, et Mireille les rappelle avec toute l'incertitude et de l'ampleur de cette baisse de production, c'est entre 3 et 15 millions de tonnes. Et plus près de 15 millions de tonnes que de 3. Mais ça veut dire que au moins 50% du commerce mondial, disons 9 millions de tonnes, si on a une estimation un peu moyenne, pourrait être accaparé par la demande chinoise. Sans compter que la propagation dans le sud-est asiatique va également entraîner des pertes de production dans tous ces pays. Vous avez vu la carte du sud-est asiatique. Vous avez des cas dans le Yunnan, vous avez des cas dans le Sichuan, Yunnan, vous avez des cas au Vietnam. Ça serait quand même assez étonnant, vu la perméabilité des frontières, que ni le Laos ni la Birmanie ne soient touchés. Donc, on est face à une crise à la fois agricole, de production agricole, mais aussi qui pourrait devenir une crise sociale du fait de la place de l'élevage porcin et de la consommation porcine dans tous ces pays, assez significative. Donc, on est très loin d'en voir la fin. Et l'une des difficultés, c'est qu'on manque de solutions pour justement, et que les autorités chinoises manquent de solutions pour contrôler cette maladie. Il n'y a pas de vaccination, il n'y a pas de vaccin disponible, alors que, au moins dans l'élevage traditionnel, celui-ci serait d'une aide extrêmement importante. Et la maladie est extrêmement pernicieuse en termes de propagation et donc très difficile à contrôler par ailleurs. Donc c'est une crise qui s'est installée pour au moins 5 ans et en Europe, quand on a eu à éradiquer les foyers de peste porcine africaine, notamment au Portugal, ça s'est fait sur 10-15 ans. Donc on est dans une situation qui est là pour durer. Et si vous avez l'occasion d'acheter des actions dans les entreprises porcines en France ou en Europe, n'hésitez pas, parce que je pense qu'elles ont de bonnes perspectives de marché pour au moins 5 ans. Je ne sais pas si à Shanghai, certains spécialistes du secteur d'une coopérative bien renommée veulent nous donner leur analyse et leur situation de terrain, parce qu'on a vraiment une difficulté, une nécessité de prendre un peu de distance vis-à-vis du discours officiel, et les informations souvent les plus pertinentes viennent justement des analyses de terrain. Donc, ouvert à une intervention. Alors, ils sont pas là aujourd'hui, malheureusement. Mais, on en a un ici. Ouais, bonjour à tous, Emmanuel Dartois, Coperle. Donc effectivement, je confirme tout ce qui a été dit. La situation elle est catastrophique. Pour donner un exemple, on a vendu Coperle en Chine à peu près 10 000 reproducteurs sur le territoire chinois, et j'ai à peu près la certitude qu'aujourd'hui ils sont tous morts alors qu'ils devraient être reproducteurs dans les élevages, quoi. Donc c'est un exemple de des aspects très négatifs effectivement, quoi. Au-delà de ça, enfin tout a été dit, enfin Mireille très bien, François aussi, c'est cataclysmique sur l'échelle des mouvements de la viande porcine mondiale. On verra si tous tes dessins, tous tes pronostics, François, se réalisent, à savoir que la France, entre autres, pourrait tirer son épingle du jeu. On commence effectivement à faire des exportations plus conséquentes. On estime, nous, Coperle, que on va faire sans doute plus 15, plus 20% d'exportation vers la Chine cette année 2019 par rapport à 2018. On n'est certainement pas les mieux placés à l'échelle mondiale pour faire panier plein, j'ai envie de dire. D'autres sont mieux placés. En particulier les Américains qui, même si on entend parler de la guerre commerciale américano-chinoise, ils font des très 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 gros contrats d'opérateurs américains sont signés aujourd'hui avec les Chinois. Et voilà, mais c'était juste tout à l'heure un petit exemple pour dire effectivement que moi j'ai eu une question qui me taraude de me dire
ok, on n'est pas, comme tu le disais Mireille, on n'est pas encore à la fin de cette épidémie en Chine. La question que je me pose, parce qu'on revoit que des opérateurs qui sont quasiment par terre aujourd'hui, à savoir qu'ils repartent de zéro, ils avaient 20, 30 000 truies, ils en ont plus que 200 ou 300, voire zéro. Ils redémarrent aujourd'hui, mais ils redémarrent très vite. Et la question que je me pose, c'est qu'ils savent les théories, ils savent dire oui, les Européens, les Américains nous disent comment protéger un site dorénavant pour limiter les infections telles que la PPA. Mais à la vitesse où ils redémarrent, je ne suis pas sûr qu'ils fassent les bons choix techniques et encore l'appât du gain, et on sait les Chinois très, très forts là-dessus, l'appât du gain à court terme de dire le prix va encore monter. Je crains que ça va encore les faire aller vers une mauvaise voie de dire on repeuple très vite, on va regagner de l'argent très vite, mais l'épidémie n'est pas maîtrisée. Donc voilà quelques mots complémentaires à ce que vous avez très bien dit avant. Sur le repeuplement, on sait le danger d'un repeuplement trop rapide et de la nécessité de respecter des vides sanitaires, des très bonnes désinfections. Mais voilà, mais ça va avec cette maîtrise, la maîtrise sanitaire post-abattage avant de repeupler. L'Europe en a l'expérience, on sait très bien, on sait les délais, on sait désinfecter, on sait comment isoler un élevage qui a subi un abattage. Mais c'est vrai que c'est un risque qui fait que la maladie est entretenue, elle s'auto-entretient. Effectivement, parce que l'approvisionnement d'un élevage qui n'est pas sécurisé en nouveaux animaux qui tombent dans un élevage qui lui-même n'est pas désinfecté, c'est une catastrophe. Ouais, mais ça fait partie des éléments de mauvaise maîtrise de la situation locale. Voilà. Si vous avez plus de questions. Plus d'autres questions à Shanghai ou ni à Pékin? Nous referons un point dans... Donc, on va passer à la suite des présentations. Juste un bref point sur les échéances de visite. Avant de passer et de boucler d'ailleurs ce club agro avec une présentation de l'étude que nous menons actuellement sur la food tech et donc qui permettra de reboucler justement avec, oui c'est ça, avec la présentation qu'ont commencé les présentations qu'ont commencé Pierre et Hervé. Donc des visites de haut niveau en Chine en 2019, nous avons la chance de travailler dans un pays qui est placé très haut sur le calendrier de nos ministres et de nos premiers ministres et de notre président de la République. Donc, ça nous donne du travail, mais ça permet de faire avancer les dossiers. Parce que, en effet, ces visites de niveau ministériel, voire présidentiel, permettent d'évoquer des dossiers au plus haut niveau avec les autorités chinoises, d'accélérer ou de conclure des dossiers. Un peu plus loin. Ça va comme ça? C'est mieux? Bon. D'accélérer ou de conclure des dossiers ou d'engager la Chine en vue d'un résultat. C'est ainsi qu'on avait pu notamment faire prendre à la Chine l'engagement de réouvrir le marché pour la viande bovine française en 2018 et de lever l'embargo sur les produits de volaille fin 2018, ce qui s'est réalisé, ce qui a été atteint en mars. L'objectif prioritaire de 2019, et ça permet de faire le lien avec la présentation précédente, c'est la reconnaissance du zonage en cas d'apparition de la peste porcine africaine en France. Vous avez vu sur la carte qu'a présentée Mireille que le cas de peste porcine ou les cas de peste porcine en Belgique sont à la frontière belgo-française et vraiment très très proche de la frontière. Donc, on a une espèce d'épée de Damoclès sur notre tête et si dans l'état actuel de la réglementation et des accords franco-chinois, si un cas même de sanglier apparaissait en France, c'est l'ensemble de la France dont les exportations de viande porcine seraient bloquées. Et ça aurait une catastrophe, alors non seulement pour la France, bien entendu, mais également pour l'Europe, parce que ces exportations se reprojetteraient sur le marché européen. Pareil, les Pays-Bas ou l'Allemagne ne sont qu'à finalement quelques dizaines de kilomètres et des sangliers, ça voyage, et des produits de viande, ça voyage également. Donc, il y a un très fort intérêt
pour faire reconnaître le zonage tel qu'il est mis en place en Europe par les autorités chinoises, et ça va être l'objectif prioritaire de notre action de 2019 et donc l'objectif sur lequel nous mobilisons nos autorités politiques. Alors, plusieurs occasions à cela. D'abord, des visites du ministre des Affaires étrangères qui vient 2 fois en Chine chaque année, qui passera en 2019 certainement à 3 visites en Chine. Il peut prendre une carte fréquence plus parce que je pense on tourne à l'abonnement. Donc, il est venu le 25-27 avril pour le second forum Belt and Road. Il reviendra vraisemblablement en juillet et il devrait venir à nouveau en septembre-octobre pour mener le dialogue sur les échanges humains. Alors, même si l'agriculture et les sujets économiques ne rentrent pas forcément dans ce dialogue sur les échanges humains, à chaque visite, comme lors du forum Belt and Road, il a des occasions de rencontre avec ses homologues chinois, Monsieur Wang Yi notamment, qui lui permettent d'évoquer les sujets et notamment, vous savez à quel point les sujets agricoles et agroalimentaires tiennent au cœur de Jean-Yves Le Drian. Donc, une très bonne occasion pour nous d'évoquer ces sujets. Autre occasion, le dialogue économique et financier de haut niveau, qui devrait se tenir entre octobre et décembre, et qui là constitue une occasion directe d'évoquer les sujets agricoles. C'est au dialogue économique et financier de haut niveau de décembre 2018 que nous avions réussi à engager la Chine justement sur la levée de l'embargo pour les produits de volaille du fait de l'épisode d'influenza aviaire, et promesse tenue d'ailleurs par la Chine, puisque cet embargo a été levé en mars-avril. Ensuite, il y aura une visite présidentielle. Il devrait y avoir une visite présidentielle dont nous ne connaissons pas encore la date, mais qui se situera vraisemblablement au 4e trimestre 2019. Donc là, l'occasion d'avoir des annonces et des engagements forts pour une telle visite. Et enfin, la foire agricole de Nanchang, donc dont Thibaut a parlé, qui se situera début novembre, là aussi sera l'occasion d'avoir un déplacement de haut niveau pour justement conduire la délégation française et profiter de cette occasion qui veut que la France soit l'hôte d'honneur de cette foire agricole pour là aussi avoir des avancées en sus de toute l'opportunité de mise en avant de notre expertise et de nos produits que constitue un tel événement. Voilà pour ces visites de haut niveau brièvement. Y a-t-il une question avant que nous revenions à justement la food tech qui constituera la dernière présentation? S'il n'y a pas de question, donc je donne la parole à Arthur pour cette présentation de la food tech. Donc bonjour à tous, je m'appelle Arthur Blampin et je suis stagiaire à l'ambassade de France en Chine, et je mène une mission d'étude sur les besoins des entreprises de la food tech chinoise et de promotion de l'offre française. Donc la food tech, nous en tout cas dans cette étude, on la comprend comme tous les technologies qui touchent à la chaîne alimentaire, donc du producteur d'aliments jusqu'au consommateur final, en passant par d'éventuels restaurateurs, en passant par la logistique, en passant par des médias. Donc donc c'est classifié en 6 secteurs par une boîte française qui s'appelle Digital Food Lab. Donc j'ai repris leur classification. Donc il y a l'agtech, donc toutes les technologies sur l'agriculture, les food science, donc les nouveaux aliments ou les nouvelles procédures de transformation, le retail pour la distribution, le delivery, les food services, donc ça c'est tout ce qui touche à la restauration, et le coaching pour tout ce qui est mieux manger, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, et voilà, des technologies comme ça d'aide au choix pour le consommateur. Donc l'objectif de l'étude, donc, c'est d'identifier les besoins des entreprises chinoises de la food tech sur les technologies qu'elles aimeraient améliorer ou qu'elles n'ont pas et qu'elles aimeraient acquérir, quantifier ces besoins si possible, et voir plusieurs secteurs, donc parmi les 6 que je viens de citer, plusieurs villes, et voir une distinction entre la ville et la campagne, parce qu'il y a probablement des besoins différents
et des attentes différentes entre ville et campagne. Et côté offre française, l'objectif c'est d'identifier et recenser donc l'offre française qu'on a ici en Chine ou qu'on a en France et qui serait envisageable d'exporter vers la Chine. Aussi voir du coup les besoins donc des entreprises chinoises qui pourraient être remplis par les entreprises françaises et faire des correspondances et enfin dégager quels besoins les entreprises françaises ne peuvent pas répondre actuellement. Donc voilà, ça constitue un stage de 6 mois, c'est mon stage de fin d'études. J'ai commencé début avril, je termine fin septembre. J'espère avoir des choses à vous présenter fin septembre vis-à-vis de cette étude. Je commence actuellement à faire des entretiens donc avec des entreprises. Là pour l'instant c'était plutôt française, mais ça va être aussi étrangère et chinoise. C'est l'objectif. Donc pour s'entretenir avec elles et pour discuter de leurs besoins et des solutions qu'elles utilisent déjà et savoir si ça fonctionne pas. Donc voilà, donc ça j'ai un guide d'entretien que je fais passer aux interviewés. Et la déclinaison pratique, je sais pas si on dit ça comme ça, du stage, ça sera donc de réaliser une proposition de plan d'action, donc pour les services de l'État, ambassades, ministères, et également avec des missions de coopération, enfin des propositions de coopération entre entreprises, et donc finir par des restitutions, comme je disais tout à l'heure. Donc les pistes premières, ça recoupe un peu ce que disait le premier intervenant, dont j'ai oublié le nom, désolé, sur les 4 secteurs dégagés comme les besoins de la Chine. Donc il me semble qu'il y a un besoin de gérer mieux l'eau et d'aider la décision en agriculture. On pourrait mettre ça en lien avec l'agriculture durable qui avait été évoquée en début. Réduction des emballages et du gaspillage dans la chaîne alimentaire, ça me paraît aussi important. Toute la partie traçabilité, sécurité sanitaire et lutte contre les fraudes, donc contrefaçon mais des autres. Et la formation des employés, donc dans le cadre de la FoodTech, ça sera l'utilisation de technologies pour aider à former les employés. Voilà. Donc si vous souhaitez participer à l'enquête ou si vous avez des idées, des pistes, je suis preneur. L'objectif, c'est vraiment d'échanger et en échangeant, d'avancer dans cette étude. Il y a un intérêt aux entreprises françaises, ça sera de développer leur technologie et éventuellement les vendre ou les développer aux entreprises chinoises. Et les entreprises chinoises de progresser dans leurs activités. Donc voilà, donc vous pouvez me contacter par mail et je serai très heureux de discuter avec vous. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions à Shanghai là-dessus, sur le sujet? Non. Écoute, François, nous, je crois qu'on n'a pas de questions spécifiques. Tu as plein ou tu n'as pas de questions spécifiques? Nous n'avons pas de questions spécifiques sur cette dernière intervention. D'accord. Est-ce qu'à Pékin, il y a des questions particulières? Bon, non plus. Dans ce cas-là, oui, pardon, Canton. Ok. Vraiment, j'insiste sur l'appel à bonne volonté d'Arthur. À la fin, les stages et les entretiens ne valent souvent que grâce à la qualité des échanges qui peuvent se mettre en place et notamment la présentation de Pierre et d'Hervé ont montré que les présentations ont montré que il y a une grande expérience déjà en matière de FoodTech. Donc n'hésitez pas à partager avec Arthur parce que l'idée est vraiment de construire, comme il a dit, un plan d'action au bénéfice des entreprises françaises pour positionner notre offre sur le marché chinois. C'est un secteur qui se développe extrêmement vite et on a intérêt à être parmi les premiers à nous positionner et à être à même de répondre à ces besoins qui s'expriment sur le marché chinois. Voilà, c'est sur ce mot que je souhaitais conclure.
Voilà. Ben, écoutez, merci à tous en tout cas d'être venus. Merci à François d'avoir fait la liaison avec Pékin. Je rappelle également qu'on est complètement ouvert et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez faire une intervention sur une thématique en lien bien sûr avec le secteur. Ça peut, voilà, vous avez vu, on a des diversités en fait d'interventions qui sont vraiment encore une fois ouvertes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on vous accueillera avec plaisir pour intervenir ici au GT. Et ben, merci à tous et bonne journée. On fera le lien. Je crois que c'est important. Alors, oui, voilà. Donc, il n'y a pas de différence. On les envoie en les mettant en PDF. Oui, oui, bien sûr. Par contre, j'aurais bien discuté en. Oui, c'est bien d'avoir un événement sur les deux dentaires. Pardon? C'est bien d'avoir un événement sur les deux dentaires. Oui, oui, c'est très bien. C'est très très bien. Moi, je trouve que l'expérience est vraiment concluante. Il y a juste le côté. Hein? Je vois mal comment on fait ça.